Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur SICA. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons par le Burkina Faso. Les parents des victimes de l'attaque djihadiste de Ouagadougou étaient reçus en audience ce mardi par le gouvernement burkinabé. Occasion pour ce dernier de leur faire le point de la situation et d'échanger avec eux sur leurs attentes en ce qui concerne notamment la conduite à tenir pour l'inhumation des corps des victimes. Les questions des indemnisations, des obsèques et d'éventuelles constructions d'un monument ont également été abordées au cours de cette audience. Notons que le bilan de l'attaque s'élève désormais à au moins 30 morts. Du Burkina Faso, rendons-nous au Bénin. Les élus locaux, groupements de femmes et secrétaires généraux des sections de la Renaissance du Bénin du 12e arrondissement de Cotonou sont désormais engagés pour la cause de Sébastien Germain Adjavon, tout en dénonçant le mépris dont l'arrondissement fait l'objet de la part des responsables au sommet du parti. Ils disent ne pas être associés aux choix portés sur le Premier ministre par le président Liadi Soglo. Voici un extrait de leurs propos suivi de la réaction des représentants du candidat Sébastien Adjavon. Nous nous désolidarisons du choix du Premier ministre Yonès Zinsou opéré par le président Liadi Soglo et portons notre choix pour compter de ce jour sur le candidat Sébastien Germain Adjavon pour le compte des élections présidentielles de février 2016. Nous vous disons de se joindre à nous durant toute la campagne électorale, à battre campagne massivement pour le candidat Sébastien Germain Adjavon pour qu'au soir du 28 février 2016, la victoire sera de notre côté. Sans voir le président Adjavon, sans l'entendre, sans l'écouter même, sans l'avoir rencontré, pris une décision. Vous vous êtes organisé pour le soutenir. Sachez qu'il sera derrière vous, de jour comme de nuit. Le compte rendu de cette séance lui sera fait fidèlement. Que tout le monde ait sa carte d'électeur et que tout le monde sorte pour voter. Et après le vote, on restera. Car ce sera l'opération « Je vote, je reste ». On suit le dépouillement jusqu'à la fin. Personne ne nous volera notre victoire. Rassurez-vous, on est derrière vous de jour comme de nuit et la victoire sera à nous. Toujours au Bénin, le Premier ministre Lionel Zinsou a été déclaré persona non grata au campus d'Abomey-Calavi ce mardi. La rencontre d'échange avec le mouvement Force Vive des étudiants leaders d'Abomey-Calavi à l'agenda de la deuxième personnalité du gouvernement de Boni-Yayi n'a pu se tenir. Les raisons profondes de cette situation malencontreuse ici avec quelques responsables de mouvements estudiantins. Ils interviennent notamment au micro de Joël Itondi et Juste Donrissou. Les organisations estudiantines, à savoir l'UNEB, l'Union nationale étudiante du Bénin, l'UNCEB, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, et la FNEB, Fédération nationale des étudiants du Bénin, ne sont pas du tout associées à l'organisation là. Et nous avions eu vent de ce qu'il viendra sur le campus, ne serait-ce que ce matin. Quand même, c'est le Premier ministre. Et nous soutenons vraiment ses activités. Ainsi que les activités du chef de l'État. Mais comment se fait-il que le Premier ministre viendra sur le campus sans que nous, les trois organisations estudiantines, puissions ne pas être au courant? Nous ne sommes pas contre le Premier ministre. Et c'est-à-dire aucun candidat aux élections présidentielles ne peut soulever un bout de doigt pour dire maintenant qu'il nous a donné de l'argent pour faire ci ou ça. On est tous informés aujourd'hui. Toute chose qui se fait pour nous, sans nous, est contre nous. Nous sommes quand même des responsables étudiants. Les camarades se sont mobilisés aujourd'hui de façon systématique pour crier
leur indignation. Pour crier leur indignation parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes à l'université. Quel intérêt les étudiants ont à ne pas rencontrer le Premier ministre pour pouvoir quand même parler de ces préoccupations-là? C'est même une chance que les étudiants rencontrent le Premier ministre, le voient en face pour lui poser de vive voix ces préoccupations-là. Donc je pense que la vérité, c'est qu'on n'a pas été informé, on n'a pas été associé à la descente du Premier ministre à l'université. C'est ce qui pourrait expliquer l'incident de ce matin. Élection présidentielle toujours, mais cette fois-ci au Niger. Pour la première fois, les électeurs choisiront leur président avec un bulletin unique sur lequel figureront les 15 candidats en lice. La CENI a procédé lundi au tirage au sort de la position de chaque candidat, ceci en présence de leurs représentants. Voici le compte-rendu de notre correspondant à Niamey, Abdul Karim Mahamadou. Après l'audit du fichier électoral réalisé par des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, la Commission électorale nationale indépendante du Niger a procédé ce lundi au tirage au sort de la position de chaque candidat à l'élection présidentielle du 21 février 2016 sur le bulletin unique qui sera élaboré. Le tirage s'est déroulé en présence des représentants de tous les candidats en toute transparence. Dans tous les cas, notre candidat est connu, quelle que soit sa position. Dès que nous disons il faut cocher ou il faut mettre vos empreintes sur Mahamadou Issou, Inch'Allah, les 60 à 75% des Nigériens, c'est ce qu'ils feront le 21 février. Je pense que c'est une des positions les plus stratégiques pour pouvoir sensibiliser les électeurs où se trouve mon candidat, donc qui est la 15e place. Donc je pense que c'est la place que nous méritons. L'opération s'est déroulée en présence également d'un expert béninois. Il a salué la transparence qui caractérise le processus électoral au Niger. Nous sommes venus prendre contact avec toutes les parties prenantes pour voir leur inquiétude et voir avec eux qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ensemble puissions réussir le processus. Parce que s'il y a la paix au Niger, il y a la paix aussi au Bénin. Tout le monde pourra venir vivre. Et c'est avec joie que nous constatons que tout se passe bien. En tout cas au niveau de la commission électorale et au niveau aussi des états-majors des partis politiques, tout se passe bien. Et je pense que pour ce qui reste à faire, je pense que le génie nigérien serait à l'œuvre et tout se passera pour le mieux. Dans quelques jours, la campagne électorale pour les élections présidentielles premier tour couplé aux législatives sera ouverte. Mais déjà, la fièvre a fini par gagner les différents états-majors des partis politiques. Direction maintenant Haïti. Le second tour de l'élection présidentielle est prévu pour dimanche prochain. Mais déjà, le candidat de l'opposition, Jude Célestin, a déclaré lundi qu'il n'y participera pas. Les images. Les élections du 24, la sélection du 24, c'est une farce. Je n'irai pas à ces élections. Ainsi s'exprimait Jude Célestin, le candidat de l'opposition, lors d'une interview ce lundi. L'homme qui avait obtenu 25,29% des voix au premier tour du scrutin présidentiel le 25 octobre dernier contre 32,36% pour le candidat du pouvoir Jovenel Moïse, affirme ainsi qu'il ne participera pas au second tour de la présidentielle prévu ce dimanche en Haïti, qualifiant le scrutin de farce. Là, j'ai encore le temps, avant les élections, de faire un retrait si je dois le faire. Mais je suis sûr que je fasse le retrait, que je ne fasse pas, les élections ne pourront pas avoir lieu avec un seul candidat. Donc pour le 24, c'est non, je n'irai pas à cette farce. Ce sera une farce, ce ne sera pas une élection, ce sera une sélection parce qu'il y a un seul candidat. Donc ce sera un référendum, ce qui est interdit par notre Constitution. Ce refus de participer au vote de dimanche n'a pour autant pas encore été officiellement signifié au Conseil électoral provisoire en charge de l'organisation du scrutin. Toujours ce lundi, à Port-au-Prince, les opposants les plus radicaux au pouvoir en place ont bloqué plusieurs rues de centre-ville en réclamant la mise sur pied d'un gouvernement de transition qui aurait pour mission d'organiser de nouveaux scrutins. Des barricades de pneus enflammés et 2 véhicules ont été incendiés pour protester contre la tenue du second tour de l'élection présidentielle dimanche. Ainsi, les opposants les plus radicaux ont déjà prévu plusieurs mobilisations dans la capitale. Face à cette radicalisation de l'opposition, Jovenel Moïse continue lui de faire campagne. Par ailleurs, lors du premier tour de la présidentielle,
à peine 26% des électeurs s'étaient exprimés, preuve de la fracture entre la classe politique et la population, plongée dans l'extrême pauvreté. Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo. Amnesty International appelle donc ce mardi l'industrie électronique et automobile à faire preuve de vigilance dans ses approvisionnements en cobalt, un composant essentiel de nombreuses batteries. Objectif, s'assurer que ce cobalt n'a pas été produit par des enfants. À coups de pioche et de barres à mine, ces hommes s'enfoncent dans le sol pour y trouver du cobalt. Ce minéral est extrait dans la région de Katanga, grande province minière de la République démocratique du Congo. Ces hommes sont appelés des creuseurs artisanaux. Ils sont environ 130 000 dans le pays. Un métier difficile qui leur permet de survivre. Nous sommes des clandestins. Nous sommes juste venus chercher de quoi manger. Les remblais ont une teneur d'environ 8%. Selon le gérant des lieux qui refuse d'être filmé, la concession appartient à un proche d'un haut dirigeant congolais. Il dit avoir autorisé les creuseurs à exploiter le remblai en échange d'une partie de leur production. 30% selon les mineurs, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Les hommes sont les seuls à descendre sous terre pour l'extraction. Les femmes et enfants restent à la surface pour laver le mélange de terre et de roche pour n'en garder qu'un concentré de cobalt de couleur noire. Je suis venue aider mon mari, il n'a pas d'autre travail que celui-ci. En plus, ce travail est dur, il ne peut pas le faire seul. Nos maris n'ont pas de boulot, c'est pour ça que nous faisons ce dur travail avec eux, pour trouver les moyens de nourrir les enfants et de scolariser les enfants. La production sera vendue dans le village, à quelques kilomètres de la mine, à un comptoir tenu par des Chinois. Ceux-ci n'ont pas bonne réputation, on les accuse de truquer les instruments de mesure. Lorsque vous amenez 100 kilos, les 100 kilos normales, mais chez eux, 100 kilos fait 80 kilos. Vous comprenez qu'il y a déjà une perte de 20 kilos. Lorsque vous prenez les produits, par exemple, vous partez à Kolwezi, là, on peut vous donner 10% de cobalt. Mais si vous partez chez les Chinois, on vous donne 5, 6 par hasard. Vous comprenez? 9 heures de dur travail chaque jour pour espérer gagner quelques centaines de dollars par semaine. Pour les mieux lotis, le gérant, lui, empoche sa part sans effort. Au Nigeria, au moins 44 personnes sont décédées de l'épidémie de fièvre hémorragique Lassa. Avec ces décès, le bilan devrait s'alourdir dans le pays. Un constat qui souligne la difficulté de faire face à des virus mortels dans une région encore fragilisée par Ebola. L'épidémie de fièvre hémorragique Lassa n'a été annoncée qu'en janvier, des mois après l'apparition du premier cas en août 2015. Mais déjà, on déplore 44 morts, dont un cas mortel à Abuja, la capitale nigériane, et un autre dans le hub pétrolier de Port Harcourt. Ce qui est inhabituel cette année, ou depuis le mois d'août, c'est le nombre important de morts et c'est pourquoi nous devons adresser le problème directement. D'habitude, le nombre de morts sur une année est en dessous de 10%. Mais cette année, rien que jusqu'aujourd'hui, nous parlons d'environ 35%. À ce jour, depuis août, 17 États sont touchés à travers le pays. Cela a touché 62 municipalités dans le pays. Nous avons pu identifier 212 cas suspects depuis le mois d'août, pas seulement cette année. Dans les 3 prochains mois, nous activerons au moins 109 établissements de soins de santé primaires. Tous seront équipés de puits et d'un système de panneaux solaires pour assurer un éclairage constant. Donc, une fois que cela sera fait, l'objectif est d'en avoir 5000 en service d'ici la fin de l'année et 5000 de plus l'année prochaine. Donc, si nous en avons un par municipalité, nous serons capables de déclencher un système de surveillance qui peut être lié à l'Observatoire de la santé publique, qui travaillera désormais toute l'année parce que nous faisons face à un échec du système de surveillance. Notons que la transmission de ce virus se fait par les excrétions, excréments, mucus ou salive de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.